Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux modifications du RJE apportées par l'arrêté royal du 5 mars 2023, publié au Moniteur belge le 28 mars de cette même année et d'application depuis le 1er juin de cette année également. Alors pourquoi 3 dates? Eh bien tout simplement parce que l'arrêté royal lui-même date du 5 mars, mais il n'a été publié au Moniteur belge que le 28 mars 2023. Et il est d'application le 1er juin. Pourquoi? Eh bien parce que l'arrêté royal stipule dans son article 55 que le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du 3e mois qui suit sa publication au Moniteur belge. Donc, 1er jour du 3e mois, nous sommes en mars, avril, mai, juin, 1er jour du 3e mois. Il s'agit donc du 1er juin. Il comporte des modifications dans les 3 livres du RJE, mais nous ne parlerons ici que du livre 1 consacré à la très basse tension et à la basse tension. Donc, pour rappel, le RJE comporte 3 livres. Livre 1 consacré à la basse tension et à la très basse tension. Le livre 2, lui, est consacré aux installations haute tension. Et le livre 3, les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique. Mais donc, dans cette présentation, nous allons nous concentrer sur la plus grande partie des modifications et elles concernent notamment le livre 1. Le livre 2 et le livre 3 concernent d'autres petites modifications que vous voyez sur l'écran, mais nous n'allons pas nous attarder sur ces 2 autres livres. Pour rappel, le RJE est gratuit et il est disponible sur le site du SPF Économie à l'adresse que vous voyez sur votre écran. Et on y voit également, outre les 3 livres, également les différentes modifications qui ont été apportées. Donc tous ces documents sont disponibles gratuitement sur le site du SPF Économie. Donc, au sujet des différentes modifications, elles concernent l'adaptation de la terminologie, les définitions, des symboles graphiques qui ont été rajoutés, des schémas et plans et documents, la protection contre les chocs électriques par contact indirect dans les installations domestiques, les courants admissibles dans les canalisations électriques, des tableaux de répartition et de manœuvre, les socles de prise à courant et éclairage, ainsi que les DDR. DDR, pour rappel, il s'agit des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel. Je parlerai ici de différentiel pour simplifier la conversation. Donc, également les coupes-circuits à fusibles et disjoncteurs, prise de terre et prescriptions, pour terminer, les prescriptions particulières relatives aux installations électriques existantes. Donc, point premier, adaptation de la terminologie. Eh bien, qu'est-ce que l'on voit? Que, par exemple, les lieux domestiques ne sont plus appelés lieux domestiques, mais installations domestiques. On ne dit plus prise de courant, mais socle de prise de courant. Nous ne parlons plus de normes homologuées par le roi, mais normes homologuées par le roi ou enregistrées par le NBN. On a remplacé également doit par tout. Par exemple, on ne dit plus une installation doit être conforme, etc., mais une installation est conforme. Un lieu contenant une douche doit, non une installation, un lieu contenant une douche répond aux prescriptions, etc. Nous avons également remplacé par à l'exception de par n'est plus d'application ou n'est pas d'application pour. Les définitions du lieu domestique et du lieu non domestique ont été supprimées.
et certains mots, je dirais, un peu vieillots, tels que vieillard, effectivement, on n'utilise plus ce terme, on parle plutôt de personnes âgées, donc ça a également été remplacé. Enceinte conductrice deviennent enceinte conductrice exiguë, etc. On a également changé quelques définitions, notamment la définition de l'unité d'installation a été supprimée. Et on a redéfini la définition de l'installation domestique. Donc l'installation domestique, il s'agit d'une installation électrique dans une unité d'habitation où, lorsque l'installation électrique d'un lieu ne fait pas partie d'un régime de copropriété, l'installation électrique de ce lieu est destinée à un usage privatif qui n'est pas utilisé pour des activités d'une entreprise, eh bien, est considérée comme une installation domestique. Donc, si l'on simplifie, qu'est-ce qu'une installation domestique? Eh bien, il s'agit d'une unité d'habitation ou un lieu destiné à un usage privatif qui n'est pas utilisé pour des activités d'une entreprise. Gros changement, eh bien, les parties communes. C'était déjà le cas pour les locaux techniques, mais dorénavant, les parties communes sont considérées comme non domestiques. Qu'est-ce que cela va changer? Essentiellement, eh bien, au niveau des contrôles, ceux-ci auront lieu tous les 5 ans et plus tous les 25 ans. Par contre, donc toujours parlant des parties communes qui ne font plus partie donc d'une installation domestique, mais par contre, elles restent d'application, comme pour une installation domestique, les schémas unifilaires, plans et documents, le marquage des tableaux de répartition et de manœuvre, la protection contre les chocs électriques par contact indirect, la résistance de la prise de terre, qui doit toujours évidemment rester en dessous de 100 ohms, l'interdiction du schéma de mise à la terre TNC, le dossier de l'installation électrique, ainsi que les dispositions dérogatoires. En ce qui concerne les symboles graphiques, eh bien, la classe de réaction au feu doit être dorénavant mentionnée sur le schéma. Et on en donne quelques exemples. Donc ici, au-dessus, vous voyez, donc dans le haut du tableau, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit un câble XVB et on voit également sa classe de réaction au feu, CCA. Ce câble a 5 conducteurs de 4 mm de section et il est placé dans un tube encastré dans une paroi. Le deuxième exemple, idem, on voit effectivement la classe de réaction. Cette fois-ci, en fait, le câble n'est pas encastré, mais est plutôt apparent sur une paroi. Et le troisième exemple, en fait, on voit qu'il s'agit d'un 4 conducteurs isolés de référence H07VU. En fait, il s'agit d'une référence européenne, mais c'est également accepté. Et dans ce cas-ci, il s'agit d'un câble ECA dont les conducteurs ont une section de 1,5 mm et l'ensemble est placé dans un tube encastré dans une paroi, on le voit ici. Toujours symbole graphique, on y voit le symbole graphique d'un fusible dont l'intensité nominale est de 16 ampères et on y voit également le type. Il s'agit d'un fusible GG, donc à usage général. Idem pour le différentiel, on voit effectivement qu'on doit mentionner le courant nominal, 40 ampères, sa sensibilité, qui est de 300 mA, ainsi que son type, le type A.
Et le dernier exemple, on voit ici un petit disjoncteur d'une intensité nominale de 20 ampères, ainsi que sa courbe C, qui est bien mentionnée sur le schéma. Nous avons également, donc toujours au niveau des symboles graphiques, des symboles maintenant de capteurs. Le symbole ici au-dessus est le symbole d'un détecteur de mouvement. Et on voit dans sa partie inférieure là, le type de technologie qui est utilisée. Donc il faudra mentionner IR pour infrarouge, radar ou une combinaison de plusieurs technologies. Au niveau des interrupteurs qui sont installés dans un tableau de répartition et de manœuvre, donc nous voyons ici leur symbole, ainsi que le socle de prise de courant avec un interrupteur unipolaire installé dans un tableau de répartition et de manœuvre. Nous avons également le symbole d'une borne de charge de véhicule électrique. Le symbole du transformateur, il y était déjà, mais ici on a rajouté la tension primaire, tension secondaire, ainsi que sa puissance nominale. Et nous voyons également le symbole du panneau solaire. Nous avons le choix entre deux symboles. Vous avez un rectangle, non plutôt un carré divisé en deux avec deux flèches entrantes, ou bien un rectangle qui ressemble un petit peu à une enveloppe, mais donc vous avez le choix entre ces deux symboles. En ce qui concerne les convertisseurs, hacheurs, redresseurs, onduleurs, on y voit également le symbole d'un redresseur onduleur. Donc, par la double flèche que vous voyez ici, cela veut dire que ce redresseur onduleur va tantôt fonctionner en redresseur, AC-DC, et tantôt en onduleur, DC-AC. Ceci est mentionné par la double flèche que vous voyez ici. On y voit également les symboles d'un onduleur, DC-AC, et d'un hacheur, DC-DC. Alors, attention, les caractéristiques des sources sont soit indiquées sur le schéma unifilaire, soit tenues à disposition dans le dossier de l'installation électrique. Nous y voyons également les symboles domotiques. Alors, qu'est-ce qu'un module domotique? Eh bien, il est représenté par un rectangle divisé en deux parties. La partie inférieure concerne le symbole de base et la partie supérieure concerne le type de commande de l'unité. Et on y donne quelques exemples. On y voit ici par exemple, vous voyez l'exemple du haut. Eh bien, il s'agit d'un module domotique avec une commande par détection, programmable, avec une extension de commande par bouton poussoir. Et la partie inférieure concerne le symbole de base, c'est-à-dire un simple interrupteur unipolaire. On donne plus de liberté dans l'utilisation des symboles. Le RJE mentionne que s'il n'y a aucun symbole enregistré dans le tableau 2.23, eh bien, tout autre symbole clairement identifiable et défini dans la légende des schémas unifilaires et des plans de position peut aussi être utilisé. Il est également autorisé, si nécessaire, d'établir un schéma multifilaire, à condition effectivement qu'il indique toutes les informations exigées et qu'il utilise les symboles adaptés normalisés. En ce qui concerne les documents,
Le gros changement, c'est que la signature du propriétaire de l'installation n'est plus obligatoire et n'est plus nécessaire. Donc, on ne verra que la signature du responsable de l'exécution des travaux et la signature de l'organisme agréé. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour faciliter le transfert numérique de l'installateur à l'organisme agréé, et on constatait effectivement que dans la grande majorité des cas, le propriétaire ne savait même pas ce qu'il signait. Au niveau de la conservation des documents, eh bien, ces documents sont conservés par l'organisme agréé pendant une période de 5 ans. Et pendant cette période, vous pouvez lui demander un duplicata, soit du rapport de contrôle, du plan unifilaire signé, ainsi que le plan de position signé. Il pourra vous demander une rétribution pour cela, mais celle-ci ne pourra pas dépasser le prix coûtant d'un contrôle. Alors, lorsqu'il s'agit d'une modification ou d'une extension qui n'est pas considérée comme importante, eh bien, le nouveau schéma unifilaire n'est pas obligatoire. Il suffit d'avoir une description succincte de la modification ou de l'extension sur le plan, en mentionnant bien entendu le nom, qualité et adresse de la ou des personnes responsables de l'exécution du travail. Celle-ci doit être datée et signée et représentée sur le plan de position. Lorsqu'il y a une ancienne partie de l'installation datant d'avant le 1er octobre de 1981, eh bien, on mentionne partie ancienne sur le plan. En ce qui concerne donc les schémas unifilaires, eh bien, on y donne un exemple. Et dans cet exemple, que voit-on? Eh bien, on voit que nous avons une borne de charge qui a été installée. Celle-ci est protégée par un différentiel de 30 mA, comme c'est exigé, de type B, et il est placé dans ce cas-ci en parallèle du différentiel qui est placé en tête de l'installation. Et on peut le faire, donc il n'y a pas de souci. On y voit également le module domotique, ainsi que, attention, donc ici, le circuit élémentaire qui est identifié par une lettre majuscule de l'alphabet, en l'occurrence ici la lettre H. Et chaque point lumineux, chaque socle de prise de courant et chaque unité de commande sont identifiés par un numéro donnant l'ordre dans lequel on rencontre ces éléments dans le circuit élémentaire, en partant du dispositif de protection contre les surintensités. Donc, dans cet exemple, H3, eh bien, c'est en troisième position, on y retrouve un va-et-vient, donc deux interrupteurs va-et-vient unipolaires, commandant deux points lumineux. Et on y voit la place également pour les signatures, aussi bien que le délégué de l'organisme agréé et celui qui a exécuté le travail, ainsi que son numéro de TVA et la date. Pour rappel, les schémas unifilaires doivent également indiquer les sources, c'est-à-dire transformateurs, panneaux solaires, onduleurs, batteries, etc. On y voit également l'exemple d'un plan de position. Dans ce plan de position, on y retrouve effectivement
la borne de charge électrique qui se trouve dans le garage. On y retrouve également le module domotique qui lui se trouve dans le hall. Les signatures, ainsi que le fameux point lumineux H3 que l'on a vu sur le plan unifilaire, et ces deux interrupteurs va-et-vient unipolaires. Les plans des positions indiquent aussi la position des sources, c'est-à-dire transfo, panneaux solaires, onduleurs ou batteries, etc. Au niveau du matériel électrique, l'utilisation de machines et appareils électriques de classe 0 ou 0,1 sont interdites. Les masses du matériel électrique à basse tension de classe 1 sont reliées aux conducteurs de protection. Donc ici, on y voit l'exemple de points lumineux, s'ils sont de classe 1. Effectivement, ceux-ci doivent être connectés au conducteur de protection qui lui-même est relié à la Terre. Par contre, on y mentionne que l'utilisation de douilles est autorisée pour alimenter un point d'éclairage dans l'attente de l'appareil d'éclairage définitif afin de réaliser le contrôle de conformité avant mise en usage. Cela arrive souvent, on termine un chantier, une installation, et bien en attente de mettre un lustre ou un appareil d'éclairage défini, eh bien on y met une douille. Mais effectivement, cette douille n'a pas la protection IPXXB. Si vous retirez l'ampoule, effectivement, cette protection n'est pas assurée. Mais donc c'est une exception, vous pouvez le faire en attendant un contrôle de conformité avant de mise en usage. Alors, concernant la protection contre les chocs électriques par contact indirect dans les installations domestiques, gros changement ici. Effectivement, si votre résistance de mise à la terre est inférieure ou égale à 30 ohms, c'est le meilleur des cas. Donc, en plus du différentiel qui est placé en tête de l'installation, c'est-à-dire le différentiel de 300 mA, eh bien, il faut directement en aval un différentiel de 30 mA. Alors, c'est déjà le cas pour les salles de bain, salles de douche et les appareils tels que les lave-linges, sèche-linges et lave-vaisselle, mais ce sera également le cas pour l'éclairage et les socles de prise non destinés à l'alimentation des appareils et des machines fixes ou à poste fixe. Concernant les appareils et machines fixes ou à poste fixe, effectivement, ceux-ci peuvent venir directement en aval du différentiel placé en tête d'installation. Par exemple, le frigo, cuisinière électrique, chauffage électrique, etc. Par contre, si vous utilisez une prise, un socle de prise directement en aval du différentiel qui est placé en tête d'installation, eh bien, celui-ci doit absolument être alimenté par un transfo de séparation de circuit individuel. Individuel veut dire un transfo pour un socle de prise. Maximum 8 circuits terminaux par différentiel. Rien ne vous empêche de placer un différentiel de maximum 300 mA en parallèle de celui qui est placé en tête de l'installation pour justement ces circuits tels que les appareils et machines fixes ou à poste fixe
et les socles de prise de courant alimentés par un transfo de séparation de circuits individuels. Cela vous permet d'avoir une sélectivité horizontale des circuits. En ce qui concerne les résistances chauffantes, les résistances noyées dans les parois, si la tension est supérieure à 25 volts alternatifs, 60 volts lisses, courant continu, eh bien celles-ci doivent être protégées par un différentiel de maximum 100 mA. Le cas de figure dans lequel la résistance de dispersion de prise de terre est supérieure à 30 ohms. Eh bien là, ça se complique. Donc, en plus du différentiel placé en tête de l'installation de 300 mA, eh bien, il vous faudra au minimum 2 circuits protégés par un différentiel de 30 mA. Donc, on le voit ici, fois 2 minimum. Fini l'appareil ou machine fixe et à poste fixe directement en aval, ainsi que même le socle de prise alimenté par un transfo, celui-ci doit également être protégé par un différentiel de maximum 100 mA. Chaque différentiel protège au maximum 16 socles de prise. Mais j'y reviens. Petite parenthèse, il est autorisé que les circuits des salles de bain et des salles de douche alimentent également du matériel électrique d'autres lieux de l'installation domestique. Alors, chaque différentiel maximum 16 socles de prise, ça veut dire quoi? Bien, je vais vous donner un exemple. Donc, vous avez le cas de figure suivant. Vous avez un différentiel. Donc, pour rappel, si la résistance de terre est supérieure à 30 ohms, il en faudra au moins 2. Donc, prenons ce premier différentiel. Il alimente effectivement un circuit terminal avec 8 prises. Pourquoi 8 prises? Parce que c'est la limite, donc le nombre de socles de prise de courant simple ou multiple est limité à 8 par circuit terminal. Donc ici, c'est OK. Vous en avez 2. On est arrivé au maximum de 16 socles de prise. Vous ne pouvez plus en mettre sous ce différentiel. Si, par exemple, je rajoute également, et on peut le faire, des appareils fixes ou un ensemble d'appareils fixes commandés par un appareil de manœuvre commun, qui sont aussi, ceux-ci sont aussi assimilés à un socle de prise de courant. Donc, si je rajoute un tel circuit, il est considéré comme un socle de prise complémentaire. Donc, il faudra effectivement en retirer un pour ne pas dépasser le maximum de 16. Idem pour un appareil fixe. Celui-ci est comptabilisé comme étant un socle de prise. Donc, il faudra retirer un autre socle de prise pour ne pas dépasser les 16 socles de prise. Au niveau du courant admissible dans les canalisations électriques, eh bien, on a rajouté des petites sections. On a rajouté les sections de 0,5, 0,75 et 1 mm² de section. Et elles sont protégées respectivement par 2 ampères, 4 ampères et 6 ampères concernant les circuits à fusibles, donc l'intensité nominale maximale du coupe-circuit à fusible. Et s'il s'agit d'un disjoncteur, eh bien, celui-ci doit avoir respectivement une valeur maximale de 4, 6 ou 10 ampères. En ce qui concerne les socles de prise de courant et éclairage, donc pour rappel,
un socle de prise doit absolument comporter un contact de terre relié au conducteur de protection de la canalisation électrique. Sauf si ce socle de prise est alimenté à travers un transformateur de séparation des circuits individuels. Nous pouvons le faire. Mais attention, à ce moment-là, n'oubliez pas qu'un un contact de terre est interdit. Il n'y a pas de contact de terre dans cet exemple. Pourquoi? Parce que le circuit ainsi alimenté n'a aucun point commun avec un autre circuit, ni aucun point relié à la Terre. En ce qui concerne la protection enfant obligatoire, pour les socles de prise de courant toujours, eh bien, nous avons deux exceptions. La première exception concerne les socles de prise placés dans les tableaux de répartition et de manœuvre. On voit un exemple ici. Ainsi que les socles de prise avec une tension assignée de 400 volts. On appelle ces socles de prise des socles de prise C et E, et destinés uniquement et seulement à l'alimentation d'appareils et machines à poste fixe. En ce qui concerne les différentiels, rappelez-vous, DDR signifie dispositif de protection à courant différentiel résiduel, c'est le terme officiel RJE. Donc, les différentiels placés dans les installations domestiques sont au moins du type A. Et il est placé en tête de l'installation et a un courant nominal de minimum 40 ampères. Rien de nouveau ici. Par contre, on disait à ce moment-là que les différentiels de type A ne pouvaient jamais être utilisés en amont d'un différentiel de type B, ou un différentiel de type A plus une détection de plus de 6 mA. Eh bien, cette partie a été supprimée et remplacée par une partie F de la même sous-section concernant les composantes continues perturbatrices. Et qu'est-ce qu'on y dit? Que lorsque du matériel électrique susceptible d'être le siège d'un courant asymétrique engendrant des composantes continues est installé en aval d'un différentiel, des précautions sont prises pour qu'en cas de défaut à la Terre, les composantes continues dans cette faute ne perturbent pas le fonctionnement des dispositifs de protection au point de compromettre la sécurité des personnes. Pourquoi avons-nous rajouté cela? Eh bien, tout simplement parce que il est désormais possible, certains fabricants proposent des différentiels de type A qui continuent à bien fonctionner jusqu'à des valeurs, par exemple, de 200 mA continues. Mais toujours ceci en concordance, en coordination avec un type B ou un type A plus 6 mA DC, basé sur un tableau de concordance. Et vous avez ici un exemple de tableau de concordance. Vous avez par exemple ici un type B, donc différentiel de type B, de 30 mA de sensibilité, qui est utilisé en aval d'un type A. Donc il note ici type A, F ou sélectif, mais bon, ce qui nous intéresse, c'est de savoir effectivement qu'on peut l'utiliser avec un type A, et effectivement, on mentionne clairement qu'on peut utiliser le type B en aval d'un type A de 300 mA de sensibilité. Par contre, le tableau indique que sa quantité est limitée à 5 différentiels.
au niveau des coupes-circuits à fusibles et disjoncteurs. Le type D a été retiré du RJE et n'est plus accepté. On ne parlera plus de dispositifs de protection de branchement concernant les GRD, donc rappelez-vous GRD, gestionnaire de réseau de distribution. On ne parlera plus de dispositifs de protection de branchement, mais de dispositifs de protection contre les surintensités du GRD. Et dans le point J, on y parle justement du dispositif de protection contre les surintensités du GRD pour les raccordements. Et qu'est-ce qu'on y dit en gros? Eh bien que le dispositif de protection du GRD va protéger jusqu'au premier point de connexion, la canalisation qui se trouve entre les deux, évidemment, à condition que la canalisation reste inchangée sur tout le trajet, c'est-à-dire du GRD jusqu'au premier point de connexion, à condition que la nature, la composition et la section de cette canalisation électrique restent inchangées sur tout le trajet. En ce qui concerne la prise de terre, donc il existe plusieurs possibilités. Bon, je ne vais pas toutes vous les citer parce que les autres n'ont pas changé. Par contre, en ce qui concerne le conducteur métallique enfoui horizontalement dans le sol, eh bien, celui-ci est enfoui à une profondeur d'au moins 80 cm. Rien de nouveau jusque-là. Par contre, on a rajouté qu'il doit avoir une longueur minimum de 15 mètres. Pour rappel, sa section cuivre doit être de minimum 35 mm². Dans le point B7, vous avez les conducteurs enfoncés verticalement, cette fois-ci dans le sol, et ceux-ci doivent avoir une longueur minimale de 6 mètres. Pour rappel, sa section doit être de minimum 50 mm² en cuivre. Et ils doivent également avoir une pointe en acier pour éviter tout endommagement du conducteur lors de son enfoncement. Et nous arrivons maintenant à la partie 8 du RJE. Donc vous savez que cette partie 8 est consacrée aux prescriptions particulières relatives aux installations électriques existantes, donc, et donnant toutes les dispositions dérogatoires. Un petit rappel de ce qu'est une installation électrique existante. Il s'agit d'une installation électrique ou partie d'une installation électrique dont l'exécution a été entamée avant la date d'entrée en vigueur du présent livre et qui n'a pas fait l'objet d'un contrôle de conformité. Et il faut faire la distinction entre différentes installations existantes. Vous avez l'installation que l'on appelle ancienne installation, qui elle date d'avant le 1er octobre 1981. Vous avez l'installation ancien RJE, qui est apparue à partir du 1er octobre 1981. Et vous avez ce qu'on considère comme étant le nouveau RJE et ces 3 livres qui est apparu et d'application depuis le 1er juin 2020. Et maintenant, il faudra considérer également, à partir du 1er juin de cette année, 2023, les modifications du RJE apportées par l'arrêté royal du 5 mars 2023. Et on y donne toute une série de dispositions dérogatoires, notamment ici,
Pour les anciennes installations, nous avons 16 dispositions dérogatoires. Et nous allons maintenant les parcourir. La première disposition dérogatoire concerne la conformité du matériel électrique dans l'installation électrique. Donc nous parlons bien des anciennes installations datant d'avant le 1er octobre 1981. Eh bien, il est autorisé de laisser en service les boîtes de dérivation, les canalisations électriques, les dispositifs de protection, mais à condition que les caractéristiques du matériel répondent aux règles de l'art, aux prescriptions des installations domestiques du présent livre, moyennant bien entendu l'application des dérogations. Ça doit répondre également aux influences externes dans lesquelles l'installation a été placée. La sécurité des personnes, évidemment, les instructions du fabricant, l'utilisation conforme à sa destination. Le point 2 concerne le choix des différentiels. Attention, plus de différentiels de type AC, plus de dispenses non plus de scellés. Mais ce qui est encore autorisé, c'est un sectionneur dans le tableau principal en amont du différentiel. Il est encore autorisé d'utiliser un différentiel avec un courant nominal inférieur à 40 ampères. À cette époque, c'était souvent 25 ampères, comme on peut le voir sur le dessin. Un différentiel avec un courant nominal inférieur à 40 ampères, sans marquage, 22,5 kA/s pour un courant de 3000 ampères. Le point 3 concerne le choix des dispositifs de protection contre les surintensités. Il est autorisé de laisser en service des dispositifs de protection contre les surintensités sans marquage de classe de limitation d'énergie 3, puisque ça n'existait pas à l'époque. Il est également autorisé de laisser des fusibles de 6 ampères ou des disjoncteurs de 10 ampères, mais ceci à condition d'utiliser des canalisations avec une section minimale de 1 mm². Et la position d'une étiquette sur la porte des tableaux de répartition et de manœuvre, comme vous pouvez le voir ici. La couleur de l'élément de calibrage doit être rouge. Le point 4 concerne le choix de l'interrupteur sectionneur général. Il est autorisé de laisser en service des interrupteurs sectionneurs généraux qui ont un courant nominal de minimum 25 ampères. C'était le cas à l'époque, même si actuellement le minimum est de 40 ampères. Le point 5 concerne le choix des canalisations électriques. Il est autorisé de laisser en service des canalisations électriques qui n'ont pas de réaction au feu prédéterminé. Attention, comme je le disais dans le point 3, si vous avez effectivement des conducteurs avec une section inférieure à 2,5 mm, il faut au moins 1 mm², et si c'est 1 mm², il doit être protégé par un fusible de 6 ampères ou un disjoncteur de 10 ampères de courant nominal. Il est également autorisé de laisser en service des circuits qui ne sont pas dédiés pour l'alimentation des machines ou appareils électriques visés dans le dernier alinéa 5.2.1.2. Et il concerne quoi cet alinéa? Eh bien, des appareils ou machines dont la puissance est d'au moins 2600 watts. Pour les lave-linges, la vaisselle, le sèche-linge,
la cuisinière électrique, la taque de cuisson électrique et le four électrique. Chauffage électrique à poste fixe. Attention, toujours veiller à la section. La section doit être choisie en fonction de la puissance de ces appareils ou machines électriques. Pour les socles de prise de courant dans les anciennes installations, il est autorisé de laisser en service les socles de prise à partir du moment où nous sommes dans un lieu sec, donc à D1, il n'y a aucune présence d'eau. Et donc, il est autorisé de les laisser à une hauteur en dessous de 15 cm. C'était souvent le cas à l'époque. Il est également autorisé de laisser en service des socles de prise sans contact de terre, du fait que la canalisation électrique est sans conducteur de protection. Mais ceci à condition que ces socles de prise soient protégés par un différentiel haute sensibilité ou très haute sensibilité. Il est également autorisé de laisser en service plus de 8 socles de prise, également à condition que la puissance des appareils fixes et à poste fixe raccordés ne dépasse pas la puissance admissible dans la canalisation électrique. Pour rappel, il est interdit d'admettre la présence d'un socle de prise de courant qui a une broche destinée à la terre, si celle-ci n'est pas en liaison justement galvanique avec la terre. Donc c'est interdit. En ce qui concerne le point 7, celui-ci concerne donc les schémas unifilaires et les plans de position. Il est autorisé de disposer de schémas unifilaires et plans de position simplifiés. Le schéma unifilaire, par contre, doit au moins comporter l'adresse, la tension nominale de l'installation, la section du câble d'entrée dans le tableau, le type et la section des différents départs, le ou les différentiels avec leurs caractéristiques et les dispositifs de protection avec leurs caractéristiques. En ce qui concerne le plan de position, celui-ci doit comporter au minimum les socles de prise de courant, les interrupteurs, les points lumineux, ainsi que les appareils ou les machines fixes ou installées à poste fixe. La correspondance entre les schémas unifilaires et les plans de position n'est pas exigée. Ils font partie du dossier de l'installation électrique. Le point 8 concerne le repérage et indication. Il est autorisé de garder le matériel électrique dans les tableaux de répartition et de manœuvre qui est repéré de manière claire, bien visible et indélébile par un marquage individuel, à moins que toute possibilité de confusion soit écartée. Les machines et appareils fixes sont également repérés de manière claire, bien visible et indélébile par des marquages individuels, à moins que toute possibilité de confusion soit écartée ou que ces machines et appareils fixes soient renseignés sur le schéma unifilaire et plan de position. Au niveau du rapport du contrôle de conformité, il est autorisé de tolérer l'absence du rapport de contrôle. Dans beaucoup d'installations, il est inexistant, donc il est autorisé de tolérer son absence.
Au niveau des codes de couleur des conducteurs, des câbles et des conducteurs isolés, on peut laisser en service des conducteurs de protection ou de terre ou d'équipotentialité qui ne sont pas repérés par la couleur verte-jaune. On peut également laisser en service des conducteurs actifs qui sont d'une couleur verte ou jaune, mais certainement pas verte et jaune. Cela est totalement interdit. En ce qui concerne le conducteur de terre, il est autorisé de laisser en service un conducteur de terre en cuivre dont la section est de 6 mm², même si aujourd'hui la section minimale est de 16 mm². Au niveau du conducteur de protection, il est autorisé dans les locaux AD1, BB1 et BC1, c'est-à-dire des locaux en fait secs, avec des personnes qui ont la peau sèche, et de locaux dont les sols et les parois sont isolants et ne comportent aucun élément conducteur, de ne pas raccorder au conducteur de protection de la canalisation électrique les masses des appareils fixes d'éclairage de classe 1. Et on pense effectivement aux vieux lustres qui comportent des douilles ne disposant pas d'un degré de protection d'au moins IPXXB. C'est effectivement le cas de beaucoup de vieux lustres datant de cette époque. On peut également laisser en service les canalisations électriques qui ne comportent pas de conducteur de protection, à condition qu'elles ne soient pas destinées à alimenter un appareil de classe 1, fixe ou mobile à poste fixe, par exemple un frigo. Et on peut également laisser en service des conducteurs de protection, comme c'est montré ici dans le dessin, qui sont situés à l'extérieur des canalisations électriques, là où il n'est pas possible de les placer dans les conduits existants. En ce qui concerne les liaisons équipotentielles, il est admis que la liaison équipotentielle principale ne soit pas présente. Et qu'au niveau du circuit et d'éclairage, c'était souvent également le cas dans les anciennes installations, il est autorisé de n'avoir, par installation électrique, qu'un seul circuit d'éclairage, comme on peut le voir dans l'exemple. Au niveau des protections des lieux contenant une baignoire et ou une douche, il est autorisé de laisser en service les canalisations électriques ne répondant pas aux prescriptions du chapitre 7.1. Et en fait, ce chapitre 7.1 concerne justement les salles de bain et les salles de douche. Tout simplement parce qu'ils n'existaient pas à l'époque. Il est aussi autorisé de ne pas disposer de liaisons équipotentielles supplémentaires ou de résistance de chauffage incorporée dans le sol si il est impossible de les relier à la liaison équipotentielle supplémentaire. Mais ceci à condition, tous ces points, à condition de porter à 1 mètre la distance définissant le volume 2, qui est normalement de 60 cm, eh bien, celle-ci doit être portée à 1 mètre. Attention, le différentiel de 30 mA est obligatoire pour la salle de bain, salle de douche, machine à laver et le sèche-linge, même dans les anciennes installations. Et le dernier point
la dernière disposition dérogatoire pour les anciennes installations datant d'avant le 1er octobre 1981, eh bien, effectivement, les dispositions dont j'ai parlé, qui sont d'application à partir du 1er juin 2023, effectivement, ne sont pas d'application. En ce qui concerne l'ancien RJE, donc c'est-à-dire à partir du 1er octobre 1981 jusqu'à l'arrivée du nouveau RJE du 1er juin 2020. Là, nous avons 10 dispositions dérogatoires. Alors la première, c'est très simple, c'est exactement la même que celle pour les anciennes installations, donc je ne vais pas m'étaler dessus. En ce qui concerne le choix des différentiels pour cette période, on peut laisser en service les sectionneurs généraux à l'origine de l'installation, donc installés en amont du différentiel. Pour les installations, et là on met des dates, donc pour les installations datant d'avant le 2 juillet 2003, tout simplement parce qu'après, ceci n'était plus le cas. On peut également laisser en service les différentiels pour des courants inférieurs à 40 ampères, des courants nominaux. Pour les installations, on met également une date inférieure, donc datant d'avant le 16 septembre 1991. On peut également laisser en service les différentiels avec un courant inférieur, donc c'était souvent 25 ampères, ne portant pas de marquage spécifique, comme on peut le voir dans l'exemple ici, 3000 ampères, mais ceci pour les installations, et à nouveau on met une date butoir, donc les installations datant d'avant le 7 mai 2000. Pour rappel, fini les différentiels de type AC. Ils sont désormais interdits. Ils sont à remplacer par au minimum un type A en cas de modification ou extension importante de l'installation électrique. En ce qui concerne le choix des dispositifs de protection contre les surintensités pour les anciens RJE, il est autorisé de laisser en service les dispositifs de protection contre les surintensités qui n'ont pas de marquage classe 3, à condition que celle-ci date d'avant le 31 décembre 2007. Effectivement, le marquage de limitation d'énergie a ensuite été obligatoire. Pour les interrupteurs sectionneurs généraux, il est autorisé de laisser en service un interrupteur sectionneur général dont le courant nominal est de 25 ampères. C'est le minimum pour les installations électriques qui datent d'avant le 16 septembre 1991. Tout simplement parce que les 40 ampères minimum ont été rendus obligatoires après cela, après cette date. Pour le choix des canalisations, eh bien, les réglementations au moment, à l'époque de l'installation, restent maintenues. Donc, c'était à l'époque des câbles F1, F2, SA, SD. Eh bien, les règlements de l'époque restent d'application. En ce qui concerne les socles de prise de courant des installations anciens RJE, eh bien, on tolère effectivement la présence de plus de 8 socles de prise par circuit. Mais il faut que la puissance des appareils fixes et à poste fixe soit adaptée à la canalisation. Le point 7 lui concerne les schémas unifilaires et les plans de position. On tolère l'absence de signature et de date du responsable de l'exécution des travaux, l'absence de numéro de TVA,
et l'absence des types de dispositifs de protection. En ce qui concerne les panneaux photovoltaïques de cette époque, il est autorisé pour les installations PV domestiques, basse tension, donc on parle ici d'une puissance inférieure ou égale à 10 kVA, de disposer seulement d'un descriptif écrit, complété éventuellement par des photos. Et pour les points 8, 9 et 10, repérage et indication, rapport de contrôle de conformité, protection contre les chocs électriques par contact indirect, c'est exactement comme pour les anciennes installations électriques. Ce sont les mêmes dérogations. Bien sûr, il y a les installations qui, je dirais, ont été installées suivant le nouveau RJE, donc à partir du 1er juin 2020 jusqu'au 1er juin 2023. Eh bien, effectivement, les nouvelles prescriptions concernant l'ajout de tous ces différentiels n'est pas d'application pour ces installations. Donc, en conclusion, plus de dérogations possibles pour les différentiels de type AC. Il faut un type A minimum, quelle que soit la date de l'installation. La classe de limitation d'énergie 3, là, il faudra voir la date de l'installation et voir en fonction de la date si c'est encore autorisé ou pas. Le différentiel sans plombage. Donc, le plombage sera obligatoire par l'organisme agréé lors de son contrôle. En ce qui concerne les salles de bain, les salles de douche, les citernes, les toilettes, machines à laver, c'est fini sans différentiel. Il faudra absolument un différentiel à haute sensibilité ou à très haute sensibilité. Pour les socles de prise sans sécurité enfant, eh bien, c'est fini, quelle que soit la date de l'installation, il faut absolument une sécurité enfant. Sauf pour les deux cas dont je vous ai parlé. Les socles de prise sans broche de terre, celles-ci sont protégées par un différentiel de 30 mA. Au niveau des dispositifs de protection contre la surintensité, donc le type D à visser, c'est terminé, n'existe plus, il n'est plus autorisé. Donc pour rappel, toute modification ou extension ayant un impact sur la partie non modifiée doit être mentionnée dans le rapport de contrôle. Cette partie non modifiée doit faire l'objet d'un contrôle de conformité en ce qui concerne les caractéristiques modifiées. Et un petit rappel de ce qu'est une modification considérée comme importante ou extension importante. Il s'agit d'une modification ou extension qui a un impact supplémentaire sur la sécurité des personnes ou des biens. Et le RJE donne des exemples. Par exemple, la modification du schéma de mise à la terre, le dépassement de la puissance de court-circuit admissible pour le matériel installé, le remplacement non identique d'un tableau de répartition et de manœuvre, l'ajout d'un circuit dans une installation domestique. En conclusion concernant les modifications apportées par l'arrêté royal du 5 mars 2023, nous avons une augmentation des différentiels dans les installations. Les parties communes d'un ensemble résidentiel ne seront plus considérées comme étant domestiques, mais non domestiques. Les différentiels de type AC ne seront plus du tout autorisés, même dans les installations existantes.
Les socles de prise qui n'ont pas de contact de terre devront absolument être protégés par un différentiel de 30 mA maximum. Les différentiels de type A pourra, cette fois-ci, à partir de maintenant, être placé en amont d'un type B ou d'un type A plus 6 mA DC sous certaines conditions. Le différentiel est toujours obligatoire pour les salles de bain, salles de douche, salles d'eau, machines à laver. Nous avons vu des nouveaux termes et de nouvelles définitions. Des infos supplémentaires seront demandées dans les schémas et dans les plans de position. Toujours en ce qui concerne les schémas et les plans de position, la signature du propriétaire n'est plus obligatoire. Au niveau du rapport de contrôle, celui-ci sera conservé pendant minimum 5 ans par l'organisme agréé. Et vous pourrez demander pendant cette période un duplicata. Le matériel de classe 0 et 0,1 est interdit et tout matériel de classe 1 devra toujours être mis à la terre. Et il y a de nouvelles petites sections de conducteurs et leurs calibres qui ont été rajoutés dans les tableaux. Et en ce qui concerne la partie 8, les dispositions dérogatoires pour les installations existantes, nous les avons toutes parcourues. Pour information, les questions fréquemment posées ont été placées dans un document que vous pourrez trouver sur notre site Volta. Donc vous voyez l'adresse sous vos yeux. Et donc on y trouve également un résumé en 2 pages de toutes les modifications que je vous ai présentées aujourd'hui. Donc les modifications concernant ce fameux arrêté royal du 5 mars 2023. Et donc le FAQ, les questions fréquemment posées, vous pourrez également les trouver sur le lien que vous voyez sur notre site internet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un email avec votre question à l'adresse sat@volta-org.be. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.